Sans plus tarder, je vous présente Patrick Aymon, enseignant en horticulture à l'École des métiers de l'horticulture de Montréal et aussi un de nos chers administrateurs à la SQP. Il nous présente donc son webinaire intitulé La valorisation des indigènes en bande riveraine. Donc, bienvenue à ce webinaire-là. Je trouve ça intéressant l'engouement pour les indigènes. Et évidemment, 1 heure, c'est très court pour être capable de dire tout ce que j'ai à dire, que je dis normalement en 60 heures. Mais je vais aller à l'essentiel pour, comme je dis souvent, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est surtout vous apprendre à pêcher et non vous donner un poisson. Donc, je vais vous donner des outils qui pourraient vous aider à mieux utiliser les indigènes en milieu riverain et dans d'autres situations. Donc, je vais faire une petite introduction. Ensuite, oups, ça s'est emballé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je recommence. Une petite introduction. Ensuite, une description des écosystèmes. Qu'est-ce qu'un indigène? Pourquoi sont-elles importantes? Leur fonction en bande riveraine? La dynamique d'une bande riveraine? Développer, le point le plus important pour moi, développer une forme d'intuition pour remettre les bonnes indigènes au bon endroit, l'exploration d'un scénario et, si le temps me le permet, selon le rythme que je vais avoir, je vais essayer d'être le plus clair possible, parler un peu de comparaison entre les plantes ornementales, puis parler un petit peu des introduites et pour la période de questions. Donc, on se lance. Vous avez ici l'image derrière, c'est moi en 1990, en la réalisation de ma première bande riveraine. Et les indigènes, à cette période-là, c'était pas disponible. Au centre jardin, oubliez ça. Et je faisais comme mon grand-père qui faisait de l'aménagement paysager dans les années 50-60, d'aller chercher mes plantes en nature. Et évidemment, ça a évolué, mais la disponibilité est quand même un peu plus difficile que les plantes ornementales. Et j'aime bien imiter la nature pour être capable de bien faire des choses concernant les indigènes. Et pour ça, il faut bien connaître qu'est-ce qu'un écosystème. À la base, ça va être la pierre angulaire un peu de ça. C'est la relation qu'a un écosystème entre son biotope, donc son milieu, le lieu, et ce milieu-là est divisé en 3 parties. Il y a la géologie. Donc, par exemple, dans les basses terres du Saint-Laurent, dans une pédologie, donc son sol, dans un sol argileux et son atmosphère, ça va être, par exemple, les précipitations dans cette région-là. On va avoir les degrés jour, le vent. Donc, on doit décrire et définir le lieu pour pouvoir bien implanter les végétaux qui sont la biocénose, les êtres vivants qui sont dans ce milieu-là. Et les êtres vivants, il y a la flore qui sont nos indigènes, mais la faune qui est associée à ça, et l'édaphone, toute la partie souterraine qui est liée ensemble. Donc, dans un écosystème, c'est un tout, et ce tout-là va favoriser la biodiversité. Il est important aussi de tenir en considération qu'il y a une interconnexion donc, entre le milieu et les êtres vivants ensemble pour maintenir l'équilibre dynamique, pour que ça soit fonctionnel dans les deux sens et pour avoir un écosystème qui va être fonctionnel. C'est ce terme-là, pour moi, qui est important. On peut mettre des végétaux dans un environnement, on peut faire de la biodiversité en mettant plein de végétaux, mais cette biodiversité-là ne s'adapte pas à son milieu ou n'est pas adaptée. Au bout du compte, on va avoir une perte au niveau de la faune puis des fonds. Donc, cette interconnectivité-là, elle est très importante chez les indigènes. Donc, qu'est-ce qu'une plante indigène? À la base, elle fait partie d'un écosystème depuis des milliers d'années. Le terme anglais native, une plante native, elle est née ici, elle s'est développée ici et elle pousse de façon naturelle sans avoir été introduite par l'humain. Et sa morphologie est adaptée directement à son biotope. Donc, la forme des feuilles, la hauteur, la couleur, tout est lié à son biotope. Et elle a une interaction avec la faune associée. Et ils sont importants parce que les plantes indigènes ils ont évolué de façon parallèle avec la faune locale, puis ils ont développé des mécanismes aussi de défense.
ce qui leur permet de cohabiter en ayant une certaine forme de respect entre eux, puis ça leur permet de survivre aussi dans nos conditions climatiques du Québec. En conséquent, les plantes indigènes requièrent, on dit, moins de soins, mais une plante indigène qui n'est pas dans son milieu, dans son écosystème, euh, va avoir prendre autant de soins qu'une plante autre que les plantes, par exemple, introduites, les plantes exotiques, à contrepartie. Donc, les plantes indigènes, simultanément, ils ont aussi une relation avec la faune. Donc, les animaux indigènes sont aussi adaptés à ce biotope-là parce qu'ils ont évolué ensemble et ils deviennent dépendants l'un de l'autre. Et certaines espèces animales dépendent totalement de plantes indigènes. C'est là que ça rend les espèces parfois qui sont menacées par la disparition des fameux indigènes. Comme par exemple, on peut parler de tortue des bois, la tortue mouchetée et la gentiane qui est rendue qui est une plante menacée. Et l'hirondelle de rivage, qui lui est lié à la faune qui le nourrit, qui est lié aussi à la flore. Et l'hirondelle de rivage est disparue de plusieurs endroits. Et au Québec, la population a diminué de 99%. Donc, c'est important de pouvoir reconstruire ces zones-là. Et sans oublier, je dirais, l'ambassadrice des plantes indigènes, l'asclépiade, à cause de son fameux papillon, c'est quand même une relation importante entre les deux et l'équilibre, elle est fragile parce que leur milieu et la faune et flore sont directement liés. Parlons un peu de leur rôle, leur fonction en bande riveraine. La protection des sols, on parle beaucoup d'érosion, mais celui que moi, je trouve très, très important, c'est la filtration de l'eau. Lorsque on a une bande riveraine déficiente, les nutriments et les polluants se retrouvent dans l'eau et on parle d'améliorer la qualité de l'eau. Donc, c'est la préservation de la qualité de l'eau, c'est un élément essentiel. Et on peut dire qu'en phytotéologie, on appelle ça une bande filtrante. Donc, la zone va filtrer pour assurer la qualité de l'eau. Il y a l'habitat pour la faune. Il y a il y a une faune qui peut se servir des indigènes comme protection ou ce qu'on parle de nidification. Mais en bande riveraine, il y a aussi le facteur dans le littoral, en partie où il y a les poissons et toute la faune aquatique. Mais certains vont profiter de la fraîcheur, de l'ombre des plantes en bande riveraine. Et quand on parle des espèces avec des températures d'eau spécifiques, donc ça peut aider aussi au-delà de la partie de la bande riveraine. Et régulation du climat, les végétaux, et je pourrais rajouter castration de carbone à ça. C'est important pour avoir une humidité relative plus intéressante, une température plus fraîche pour pour faire des habitats pour la faune, par exemple. Donc, on vient de regarder rapidement la relation importante entre le milieu et la faune, la flore et tout ça. Et par la suite, là, je vais vous parler un peu plus comment j'évalue les choses pour être capable de mettre des bonnes plantes au bon endroit. Donc ici, on a une dynamique d'une bande riveraine. Donc cette dynamique-là, ici, c'est un projet que je suis en train de faire sur la rivière des Mille-Îles, qui est j'ai terminé là, toute la partie réglementation. Là, j'ai reçu les permis et il me reste à faire la conception des végétaux. J'attendais à voir ce qu'on m'autorise ou pas. Et je fais moi-même mes relevés de terrain. Et ensuite, je fais la modélisation en 3D pour avoir une bonne idée des pentes, des types de sols, vraiment la dynamique des lieux. Lorsqu'on parle de dynamique, on parlait surtout de la ligne d'étiage. Donc, cette ligne-là, c'est la limite du retrait des hautes eaux. Donc, la ligne des basses eaux qu'on pourrait appeler en été. Et il y a la ligne des hautes eaux qui est dans la zone inondable. Donc, l'eau va monter à quel niveau? Ici, on parle de 0,20 ans. Et dans les nouvelles réglementations, on a caractérisé les zones inondables sur une période de 0,20 ans, 0,50 et parfois jusqu'à 0,100 ans.
qui a amené ces changements-là, évidemment, avec les changements climatiques, avec les niveaux d'eau qui sont plus élevés souvent à la crue des eaux, nous donne un indice que ici, la zone d'érosion pourrait être au-delà à des moments peut-être disons moins fréquemment, mais on va quand même le considérer dans ma conception de l'usage des végétaux ici pour cette bande riveraine-là. Et on a la zone ici aménagée, qu'on est la rive, la zone de réglementation. J'ai une pente ici de plus de 30 ce qui m'oblige à avoir une zone de 15 mètres d'aménagement. Et cette zone-là est dans un sol argileux avec une exposition au nord. C'est quand même important. C'est un milieu ouvert, mais il y a quand même certains arbres là, qui sont en train de mourir. Présentement, c'est l'exposition, euh, elle est mi-ombragée parce qu'il y a quelques arbres là, qui sont dans la bande riveraine. Donc, la zone où il y a qui est plus sollicitée, c'est la zone en haut de la zone inondable où les courants vont beaucoup endommager le sol et on a un sol qui est caillouteux avec des pierres quand même de bon diamètre, là, jusqu'à 100 mm de diamètre. Et on a la zone d'étiage qui se retire avec un dépôt de sédiments, donc, et c'est un peu vaseux dans cette zone-là. Je vais utiliser celle-là pour vous montrer une photo satellite de cette bande riveraine-là. Et vous avez ici, on voit très bien la zone caillouteuse qui se situe en bas de la ligne d'inondation, donc la ligne des hautes eaux, et entre la zone d'étiage. On voit ici une végétation qui est un peu plus vert foncé et que ce sont des plantes qui sont dans un milieu humide permanent. C'est la zone, on pourrait dire que cette zone-là, c'est la zone humide et la zone de gravier, malheureusement, c'est une zone semi-humide qui pourrait être favorable, mais présentement, à cause des forts courants de la situation de cette bande riveraine-là, il n'y a pas de végétaux et c'est dans une partie du projet de pouvoir stabiliser cette zone d'érosion-là. Donc, pour vous expliquer, pour comprendre la dynamique, j'ai fait des schémas 3D que vous pourriez faire, vous, simplement avec l'usage d'un cordeau. Vous pourriez aller prendre, avec un niveau de corde, prendre les niveaux de, du terrain sans nécessairement faire un arpentage comme moi je fais, et ça pourrait très bien faire le travail. Donc ici, euh, on a la ligne d'étiage qu'on voit sous l'eau, donc ou le retrait de l'eau qui va être en été, et on a la ligne des hautes eaux, et se situe entre les deux la zone inondable. Donc ici, on a une zone de réglementation de 15 mètres qui se situe dans une pente de 30. Si vous regardez un peu les couleurs que j'ai utilisées, la partie qui est plus supérieure, la zone vert un peu bleuté, vous allez comprendre par la suite pourquoi je l'ai mis de cette couleur. Donc, ici, on a la zone qui est très sèche, donc une pente de 30. Et vous allez voir, j'avais utilisé souvent un terme favorable et hostile. Donc, la zone en bas, elle est dans la zone plus favorable, donc les trois strates qu'il y a ici. Et la strate en haut, c'est la strate qui est plus défavorable et hostile. C'est la zone qui a perdu un peu son attachement avec la nappe phréatique qui est dessous, donc la ligne d'étiage qui se prolonge là, sur la ligne bleu foncé. Donc, elle a pas vraiment de contact. Ça fait un sol qui est moins favorisé. Je l'appelle très hostile parce qu'on a une pente en plus, ce qui veut dire que les pluies et les averses vont être plus facilement évacuées vers le bas. Et sinon, on a la zone sèche qui est dans une pente de 2 et c'est une zone qui est quand même hostile parce on est loin de la disponibilité de l'eau. Et la première zone favorable, c'est la zone médiane qui se situe entre les deux autres zones qui, lorsque l'eau va se retirer, qui va avoir l'accès à la croissance des végétaux. Lorsque l'eau se retire, à ce moment-là, j'ai déterminé deux autres zones. Je vais vous expliquer après comment on détermine ça. J'ai la zone semi-humide et la zone humide qui est tout près de l'eau. Et comment je fais pour déterminer ces zones-là? Je vous explique. Donc ici, on a la ligne d'étiage à gauche et on a la ligne des hautes eaux à droite et la zone inondable entre les deux. Ce que je fais tout simplement, c'est que je prends la ligne d'étiage et en élévation, je projette de 30 cm de hauteur
et je vais projeter vers la bande riveraine, ce qui va me donner ma ligne de la zone humide. Pourquoi 30 centimètres? Tout simplement que la majorité des végétaux herbacées vont avoir un système racinaire au plus profond dans les 30 centimètres et majoritairement même se maintenir à plutôt 15 centimètres. Dans le cas des ligneux, on peut aller de 30 à 60, mais par contre, les ligneux, dans cette partie-là, les grands ligneux, si on prend l'exemple d'un arbre, eux, ils vont aller s'ancrer à la ligne de limite d'étiage, donc ils vont s'ancrer à la limite de l'eau disponible. Et ces plantes-là vont avoir un système racinaire peu profond. Ça va empêcher leur ancrage. Donc, idéalement, on ne va pas utiliser de ligneux de grand déploiement dans cette zone-là. Et si on utilise des petits arbustes, eux aussi vont avoir un système racinaire qui vont faire à peine 30 centimètres. Donc, la raison du 30 centimètres. Donc, de la ligne d'étiage vers le rivage, on va prolonger notre ligne pour nous donner notre zone humide. Et sinon, on fait la même chose avec la ligne des hautes eaux et on va prolonger de 30 centimètres pour se projeter sur la bande riveraine et on va avoir la zone médiane. Et entre les deux, on va avoir la zone semi-humide. Donc, la zone semi-humide, c'est une zone qui va avoir une demi-fraîcheur, une demi-humidité par l'effet mèche là, du sous-sol. Donc, c'est cette façon-là que j'ai calculé. Donc, faisons une petite expérience avec une bande riveraine et je vais aller... attendez, là, je vais vous montrer, désolé, je t'ai rendu trop loin déjà. Ici, on a un exemple de notre type de bande riveraine. On a une pente qui est 8 dans la zone d'étiage et on a un 18 dans la zone riveraine. Parce qu'on est moins de 30 la zone de réglementation est de 10 mètres, ici dans le cas. Donc, la même chose, limite des hautes eaux, limite d'étiage, la zone inondable, et on a une zone sèche ici avec une pente de 18 et la zone médiane. Et lorsque l'eau se retire, on a la même chose, zone semi-humide à zone humide. On voit ici que la largeur, elle est beaucoup plus importante pour la zone favorable, donc humide et semi-humide, grâce à cette pente plus faible dans ce cas. Donc, comment on fait à partir de cette analyse-là? Ici, la majorité des photos, toutes les photos que vous allez voir, en fait, c'est des photos que j'ai faites, mais moi, j'ai pas torturé d'animaux pour mettre un chat sous l'eau. Euh, c'est tout simplement pour dire que la bonne plante au bon endroit, ben, c'est tout simplement pour moi évident que on met pas un chat sous l'eau comme on met pas un poisson sur une plage. Et si on regarde les végétaux et qu'on voit que les végétaux ont de la difficulté à se développer, et c'est un signe que cette plante-là n'est pas au bon endroit et elle peut développer éventuellement des problèmes de nécrose par un sol trop compact ou gorgé d'eau. Ça peut être aussi de clérose parce qu'elle n'est pas dans un sol fertile, dans le type de sol qu'elle veut vivre, et développer des problèmes de pathogènes, des problèmes d'insectes. Les indigènes, autant que les exotiques, les introduites, les ornementaux, appelez-le comme vous voulez, vont avoir quand même cette fragilité-là si on les utilise pas dans le bon milieu. Je vous dirais, je donnerais des points aux plantes ornementales. Souvent, ils ont été choisis parce qu'ils sont généralement plus résilients. Sinon, sur le marché, si on mettait des plantes ornementales peu résilientes, euh, ou ce serait pas un bon investissement, disons. Mais de façon générale, c'est important de mettre les bonnes plantes au bon endroit pour éviter ça. Donc, ce qu'on va faire, on va développer votre intuition. Évidemment, si vous regardez cette image-là, c'est un peu flou derrière et soit que l'image est inversée. Et évidemment, c'est une nouvelle façon de faire peut-être pour vous, de prendre le temps de regarder une plante, puis d'essayer de voir des choses et de pouvoir mieux les utiliser simplement les observant. Donc, je vais commencer cette partie-là pour vous parler des facteurs qu'on va utiliser pour faire cette réflexion-là. Donc, les 4 facteurs à prendre en compte, il y a la luminosité qui est importante. On parle de photosynthèse, on parle de construction de plantes. Dans le processus de photosynthèse des végétaux, il
font de la transpiration, ça leur permet de réguler leur température, ça leur permet aussi de créer une humidité ambiante pour réguler aussi la température de son environnement. Donc, la lumière a un impact sur leur confort, pas simplement pour avoir de l'énergie. L'autre facteur, il est l'eau, qui est indispensable à la vie des plantes. Et les deux derniers facteurs, la chimie, le pH et la partie nutritive. Et le dernier, on va parler du sol. Les, le pH et fertilité, je vais pas en parler ni vraiment du sol parce que les deux premiers sont essentiels dans la démarche et j'aurais pas non plus assez de temps pour aller jusqu'à là. Donc, si on parle de morphogénèse, la forme des plantes, donc leur histoire de leur forme, c'est un processus où les organismes et les parties se développent et vont se former. Ça comprend la structure, les feuilles, la hauteur, la taille, la couleur et tout. Cette description-là de sa forme est liée à son développement dans son milieu. Et ce qui est important, c'est que les plantes nous parlent. Si vous regardez des végétaux, mon objectif, j'aimerais que vous soyez capable à partir d'aujourd'hui d'être capable de prendre une plante, de la regarder, puis intuitivement dire, cette plante-là a besoin de un peu, beaucoup ou pas beaucoup de lumière. Et la même chose pour l'eau. Est-ce qu'elle a besoin un peu, beaucoup? Et de pouvoir combiner ces deux facteurs-là ensemble, puis de dire intuitivement, cette plante-là devrait aller dans une zone plus humide, semi-humide ou plus haut. On pourrait, à la limite, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais être capable de faire un lien aussi entre les feuilles, je vais le faire un petit peu, mais entre les feuilles et les racines pour être capable de regarder une plante et de dire, à mes observations de la partie aérienne, elle devrait avoir des racines de tel type. Fait que parfois, c'est possible aussi d'aller jusqu'à faire de l'anticipation, là, qu'est-ce qui se passe en dessous. Donc, les outils que je vais vous donner ici, c'est la première, par rapport à l'exposition, on va parler de l'effet albédo. Donc, l'effet albédo, c'est la capacité d'une plante à réfléchir ou une surface ou un objet à réfléchir la lumière. Instinctivement, vous êtes capable de me dire qu'une casquette noire, c'est plus chaud qu'une casquette blanche. C'est l'effet albédo. La casquette noire va absorber la lumière, tandis que la blanc va le réfléchir. C'est pas un secret, tout le monde le sait. Et c'est la même chose pour les plantes. Les plantes qui sont plus foncées ont la capacité d'absorber plus la lumière que les plantes un peu plus pâles. Et plus on pâlit le feuillage, plus le, la, le- la plante absorbe moins, mais elle a moins chaud aussi. Donc, ici, des exemples qui distinguent différentes teintes. Donc, dans l'image ici, vous avez des plantes qui partent de la plante la plus pâle à la plus foncée. Donc, la couleur peut servir à deux choses. L'absorption, ça pourrait être pour la quantité de lumière qu'on a besoin d'absorber pour faire la photosynthèse, mais ça pourrait être aussi pour se réchauffer. Les plantes qui sont plus nordiques, si on monte en haut du mont Jacques-Cartier, les, les plantes sont un peu plus foncées dans certains cas pour se réchauffer. Et si on va en bordure de forêt, comme exemple, on a ici l'azarum qui va avoir un vert moyen, vert pâle, mais elle a comme besoin d'absorber la lumière, mais pas nécessairement de se réchauffer. Il y en a d'autres qu'ils vont faire de l'anthocyane, donc ils vont se colorer pour devenir plus foncés. Et ça, c'est deux situations, soit absorber plus de lumière ou... mais il y a aussi une question à l'inverse. Cette plante-là, ici, l'azarum, l'avant-dernière, donc je vais la pointer ici. Euh, cette plante-là est en bordure de forêt, elle a des grandes feuilles, mais elle a quand même la fraîcheur, elle n'a pas besoin nécessairement de se réchauffer. Elle a les deux mondes, en fait. Et la dernière, il y a un élément dessus sur la feuille, ce qu'on appelle de la pruine. Et la pruine, c'est la petite poudre blanche qu'on retrouve sur les feuillages qui permet aux plantes d'augmenter leur effet albédo, de diminuer leur chaleur. Donc, une plante qui a moins chaud transpire moins. Donc, ça peut l'aider aussi, un facteur pour... Et cette plante-là, elle n'a pas besoin d'avoir des feuilles très, très foncées et d'avoir même des grandes surfaces parce qu'elle est dans une condition où il y a beaucoup, beaucoup de lumière.
Donc, en résumé, plus la feuille est foncée, généralement, c'est une plante qui est majoritairement à l'ombre, et plus elle est pâle, plus elle a de lumière disponible. Combiné avec ça, on va parler de surface foliaire. Donc, ici, vous voyez panneau solaire et une calculatrice. Évidemment, un panneau solaire va absorber plus de lumière qu'une calculatrice. Donc, plus l'environnement est déficient en lumière, plus la surface des feuilles vont être grande pour permettre une bonne absorption de la lumière de façon efficace. Et combiné à ça, il y a aussi l'orientation de la surface foliaire. Un panneau solaire est toujours bien orienté, puis je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience des fameuses calculatrices révolutionnaires, solaires, ben, on devait se déplacer et tourner vers la fenêtre à l'extérieur pour essayer d'avoir de la lumière pour pouvoir faire fonctionner notre fameuse calculatrice. Donc, c'est la même chose chez les feuilles. Les feuilles qui sont plus grandes absorbent mieux la lumière que les feuilles qui sont plus petites. Et on a des feuilles très grandes qui sont, par exemple, ici, l'azarum, comme exemple, qui est en bordure de forêt, mais ces feuilles sont aussi grandes, mais elles sont aussi bien orientées. Donc, ce que j'appelle des plantes qui ont une rythmique, qui ont une stratégie organisée qui leur permet d'aller chercher la lumière. C'est aussi un indice dans le positionnement des plantes. Lorsque les plantes, ils ont les feuillages bien organisés, c'est un indice qui a une déficience en lumière, donc qui cherche à s'organiser. Mais c'est aussi vrai avec les plantes en colonies denses. Les feuilles vont organiser pour que chaque plante ait accès, chaque surface foliaire ait accès à la lumière. Dans certains cas, ici, on a une surface qui est médiane et c'est déjà un indice que si vous prenez la surface très grande, vous pensez que elle est plus à l'ombre, une surface plus petite, plus au soleil. Et les végétaux qui ont une combinaison, si je reviens à l'azarum, elle a un feuillage qui est grand, mais avec une couleur pâle, ce qui veut dire que si je ferais la moyenne entre les deux, on pourrait dire qu'elle est un endroit euh, médiane, donc mi-ombre. À la même chose que la deuxième image, ici, la pastille, on a Eurobia qui est dans les ouvertures, les clairières des forêts, en bordure de forêt. La feuille est d'un vert moyen, d'une grandeur moyenne. Donc, ça indique quand même qu'elle est dans une exposition mi-ombre. Le Cornus canadensis, ici, l'image, elle est très pâle. C'est une plante que j'ai prise en photo environ à 900 mètres d'altitude sur le mont Jacques-Cartier. Elle était dans un endroit un peu plus ensoleillé, un peu rocailleux. Mais elle avait quand même la fraîcheur de la forêt, ce qui lui permettait d'avoir des grandes feuilles, mais d'avoir une couleur un peu plus pâle. On la voit de différentes teintes parce qu'elle est quand même adaptable. La feuille va être parfois plus petite, parfois plus foncée, et on retrouve une amplitude assez intéressante chez cette plante-là, ce qui en fait une plante pour moi intéressante pour couvrir des plus grandes surfaces, que ce soit ensoleillé, mi-ombre, humide, sec. C'est quand même intéressant comme comportement. On a ici le solidago, donc la verge d'or. On voit la surface foliaire qui est plus petite, qui est d'un vert moyen à vert un peu pâle. Donc, ce qui indique quand même elle a quand même de la lumière très, très disponible dans son cas. Et dans les prairies, on a des feuillages encore plus petits. Donc, à l'opposé, un feuillage très, très, très petit, ce qui sous-entend que la lumière est beaucoup disponible. Donc, plantes de soleil. Et si on avait l'équivalent de la première image avec le feuillage très grand, on l'aurait mis foncé, foncé, ben à ce moment-là, on aurait été complètement à l'ombre. Et pour terminer, on revient avec la dernière, c'est la Hudsonia qu'on retrouve aux îles de la Madeleine dans des dunes de sable, exposition très ensoleillée. Et elle a une surface foliaire presque quasi inexistante, c'est presque imbriqué comme des conifères. Et parce qu'elle a de la lumière, elle est extrêmement abondante. Donc, elle est dans des dunes avec une pente orientée sud. C'est très efficace comme situation pour absorber de la lumière.
Donc, passons au point suivant. Euh, on va parler de la gestion de l'eau. Donc, les végétaux ont trois stratégies. La première, c'est la réserve en eau. Donc, certaines plantes ont des quantités d'eau en réserve et d'autres à peu près pas. Et dans certains cas, comme certaines plantes dans des conditions difficiles sous les conifères, l'eau étant moins disponible, certains végétaux vont faire des réserves dans leurs feuilles. Dans le cas de la clintonie boréale, ici, j'ai essayé de la faire en herbier et c'était très difficile parce que elle pouvait pas sécher même avec un chauffage, un ventilateur. C'est une plante qui est gorgée beaucoup d'eau et c'est un indice qu'elle est dans des conditions où l'eau est moins accessible. Si je reviens aux deux choses précédentes, on parle de surface foliaire. Elle a de très grandes feuilles et des feuilles quand même assez foncées. Cette plante-là, au printemps, elle est vert pâle et plus la saison avance, plus les feuilles deviennent foncées. Donc, feuilles foncées indiquent une déficience en lumière, feuilles grandes, un autre facteur de déficience en lumière, et d'être gorgé d'eau, ce qui veut dire que dans l'environnement très ombragé, et on parle sous les conifères, et avec un feuillage qui est gorgé d'eau. À l'opposé, si on va dans les prairies, les végétaux n'ont pas de réserve en eau. Parfois, ça va être au niveau du système racinaire. On parle de plantes de rhizome, si on prend l'exemple du chien-dent, qui est une plante introduite, mais qui a un système racinaire gorgé d'eau, beaucoup les graminées ont un système de réserve qui est plutôt souterraine et non aérienne, ce qui leur permet d'avoir une résilience. Prenez l'exemple du gazon en plaque, là, les rouleaux de gazon, la tourbe, elle va sécher, elle va disparaître complètement, mais le système racinaire est résilient et vont revenir. Donc, si on continue dans la gestion de l'eau, on parle de limitation de perte en eau. Donc, on a une autre stratégie qui est, comme les concombres du marché, on va leur enduire de la cire pour éviter d'une perte en eau. Et certains végétaux ont la même capacité d'avoir une cuticule cireuse, ce qui leur permet d'avoir cette habilité-là de limiter la perte en eau. C'est assez commun sous les conifères. Donc, on a deux options, soit qu'on est comme la clintonie, qu'on fait des réserves en eau parce qu'on a des grandes feuilles, ou qu'on a des petites feuilles, mais très, très foncées, mais avec une limitation de perte en eau. Dans le cas ici, du Gaultheria, le thé des bois, euh, lui, il a opté aussi pour une stratégie de permanence de son feuillage parce qu'il vit sous les conifères. Donc, il a étiré sa saison de photosynthèse, contrairement à la clintonie, que les feuilles vont plutôt brûler et disparaître. Pour la limitation de perte en eau, on a une autre option. On peut avoir un isolant, donc utiliser de la laine comme un bon tricot qui nous réchauffe, mais cette laine-là, on l'appelle la pubescence chez les végétaux. Ici, c'est une photo un pavot alpin et le pavot alpin a un feuillage pubescent. La pubescence, ça peut servir à beaucoup, beaucoup de choses. Pour les plantes plus nordiques, plus alpines, c'est un isolant thermique. Ça peut garder une certaine humidité emprisonnée dans les poils pour garder cette fraîcheur-là, à l'opposé comme isolant. Ça peut être aussi se protéger du vent et ça crée un effet aussi albédo. Donc, c'est une combinaison qui peut être utile pour des conditions très, très hostiles. Donc, on voit beaucoup la pubescence chez les végétaux dans les conditions qui sont très hostiles. Et tout comme la surface foliaire, ben, limitation de perte en eau, les végétaux, leurs stomates par lesquels ils font leur transpiration, dans la journée, vont finir par se fermer pour limiter cette perte en eau-là. Et dans le cas des plantes surface réduite, ben, ils ont moins de stomates, donc moins de perte en eau. Si vous êtes un peu perspicace, vous regardez dans l'image, vous voyez des petites taches peut-être un peu plus pâles, plus bleutées. Euh, Beaucoup de végétaux ont aussi un mécanisme de refermer le feuillage, soit comme un peu en portefeuille, pour pouvoir fermer les stomates et exposer la surface, le sous la feuille qui a de la pruine. Donc, en limitant la surface, en fermant les feuilles, on expose une surface qui est plus pâle, donc on augmente l'effet d'eau. Donc, gagnant-gagnant, là, c'est une bonne façon de limitation de perte en eau. Les graminées, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enrouler leur feuillage pour protéger ce tomate
et exposer la partie plus pâle. Si vous n'arrosez pas votre gazon, il va devenir bleu, une fois qu'il sèche, là, il va devenir gris bleuté et très piquant. En fait, les feuilles se sont enroulées et vous l'arrosez, puis en l'espace de quelques minutes, le gazon redevient très, très vert. Donc, il n'est pas en train de mourir, il est juste en train de se protéger, tout simplement. Et le troisième facteur, vous avez les plantes, ils peuvent puiser l'eau à la source. Donc, un outil qui est très habile d'avoir des racines pivotantes et profondes pour aller chercher de l'eau. Donc, vous avez l'hypericum. Eh, je me demande de m'excuser pour avoir mis une introduite parmi les indigènes, mais je trouve que c'est une introduite qui se comporte bien dans l'environnement, puis elle s'implante souvent en bande riveraine. Et si vous observez de plus près cette plante-là, elle n'a pas de pruine, elle n'a pas de cire, elle n'a pas de réserve en eau. Et elle a un feuillage, par contre, un peu réduit, mais quand même, à part avoir un feuillage réduit, elle a un autre secret, c'est d'avoir les racines directement ancrées à la source, ce qui lui permet de vivre dans un environnement qui semble sec, mais elle a quand même un secret, c'est d'aller chercher l'eau. Et si on fait un peu un exemple avec ça, puis je vous parle de l'Asclepiade incarnata, et je la décris un peu. On parle du feuillage réduit ici, mais un peu. On parle d'une plante avec aucune pruine, aucune cire sur le feuillage. La plante, elle est haute, donc vulnérable au vent. Elle a des feuilles de bas en haut, pas comme beaucoup de plantes, on a des grandes feuilles en bas et presque rien en haut. Et ces feuilles sont toutes de même dimension. Donc, elle a quand même un aspect vulnérable comme plante. Et son feuillage est quand même assez foncé, vert moyen à vert foncé, ce qui peut supposer elle devrait avoir chaud et être très, très vulnérable. Et non, parce que cette plante-là, elle a un système racinaire euh, superficiel et elle vit en colonie. La vivre en colonie, ça l'aide à maintenir cette certaine humidité relative. Et en faisant des rhizomes, elle va s'étendre sur de grandes colonies. Mais son secret, c'est que l'eau est en permanence dans le sol, ce qui lui permet de bien survivre. De façon générale, les plantes de zones semi-humides à humides ont cette apparence-là. Des plantes qui semblent pas préoccupées par la situation de chaleur et de sécheresse parce qu'ils ont accès à de l'eau. Donc, mettons ça en pratique dans un modèle que je vous ai présenté précédemment et on va essayer de la construire graduellement, puis je vais faire les liens avec ce que je viens de vous expliquer. Donc, l'iris versicolore, vous la connaissez bien, plante quand même emblème qui se situe dans la zone humide à semi-humide et je pourrais même la prolonger dans la zone médiane et même parfois un petit peu plus haut parce que cette plante-là, elle a une certaine amplitude. Ici, dans l'image, elle est pâle parce qu'elle a accès à beaucoup de lumière, elle n'a pas besoin d'être aussi foncée, mais si vous la mettez dans un endroit mi-ombragé, elle va devenir plus foncée. Et si vous l'installez dans une zone plus sèche, le feuillage va être un peu plus haut, plus bas, par contre, pardon, un peu plus bas, et va développer un peu de prune, ce qui va lui permettre de résister à la sécheresse. Donc, c'est une plante intéressante comme indigène pour l'utiliser autre dans la partie humide, mais elle a aussi une habilité de pouvoir gérer euh, l'eau dans un sol complètement gorgé. Elle est capable d'absorber en étant complètement dans l'eau. Si on revient à l'asclépiade, ici, cette plante-là, maintenant, vous savez pourquoi elle se maintient dans la zone humide assez humide, parce qu'elle a besoin, dû à sa morphologie qui est pas adaptée à des conditions de sécheresse. Et si vous la retrouvez dans une zone médiane, elle devrait être un peu plus petite, un peu plus pâle et un peu plus rigide. Donc, elle va avoir une certaine amplitude dans cette zone-là, entre semi-humide et médiane, mais on est toujours dans la zone favorable dans le cas de plantes qui n'ont pas d'adaptation pour résister à la sécheresse. Et si on monte un peu plus haut, on va aller dans la zone semi-humide à la zone médiane. On va avoir un feuillage qui ressemble étrangement à l'asclépiade. On a la Salidago, verge d'or, qui, elle, a un feuillage un peu plus pâle
et elle a des racines un peu plus profondes. Donc, elle est capable de descendre un peu plus bas et elle se comporte avec des rhizomes courts. Elle va faire des petits colonies, pas aussi grandes, mais elle va quand même se développer, mais avec un feuillage un peu plus réduit. Et ses feuilles sont plus petites en haut qu'en bas. Donc, ça aussi, cette forme pyramidale-là lui permet de faire des colonies avec une disposition du feuillage bien organisée et d'avoir moins de feuillage, euh, de grand feuillage en haut, donc au vent, va être beaucoup, un peu plus résistant, mais quand même pas de prunes, pas de cire, pas de réserve, besoin d'un environnement plus favorable. Et on monte un peu plus haut, si on voit avec la Monarda fistulosa, le feuillage, si vous regardez l'image, est un petit peu légèrement teinté bleuté. Donc, dans la zone plus sèche, elle va développer de la prune. Dans la zone médiane, elle va développer peu moins de prune. Les feuilles sont un peu plus grandes, mais comme les deux précédentes, la verge d'or et la sclépiade, elle a un système de rhizomes. Elle, c'est des rhizomes moins traçants, donc ce qui veut dire qu'elle va moins se déplacer. Elle fait des petites colonies et elle va préserver son humidité en faisant des colonies denses, très, très serrées. Et son feuillage est quand même vert moyen, euh, vert bleuté et de moyenne taille. Et plus on monte, plus les végétaux ont des stratégies de survie. Donc, je reviens à l'hypéricum, donc le millepertuis. Lui, son secret, je vous l'ai dit tantôt, c'est d'avoir des racines profondes. Donc, lui, si vous le regardez, il y a pas beaucoup de stratégies, aucune prune et le cire de réserve, mais son secret, il va puiser. Lui, par contre, il fait des rhizomes euh, qui lui permettent de créer des colonies, mais stratégiquement, il fait des colonies avec une distance entre les plants pour éviter la compétition de la ressource et sont interconnectés ensemble. Vitis riparia, la vigne de rivage, très intéressant en bande riveraine. Si on observe sa morphologie, elle a quand même des grandes feuilles euh, et son secret, tout comme Hypericum, a la capacité de faire des racines un peu plus profondes pour aller puiser de l'eau. Et en rivage, elle va s'étendre comme couvre-sol. Les feuilles sont dirigées vers la lumière et en couvrant le sol, elle va se marcoter pour venir, pour s'enraciner. Donc, on va distribuer la stratégie d'aller chercher de l'eau sur une plus grande surface et en créant de l'ombre sur le sol, on va garder une certaine fraîcheur au niveau du sol pour éviter qu'il s'assèche. Donc, elle est excellente plante pour les pentes, pour faire des couvre-sols. Ilex verticillata, ou verticillé, euh, lui ici, il est beaucoup plus foncé si on regarde comparativement aux autres plantes. Et effectivement, cette plante-là devrait être à l'orée de bois et peut quand même tolérer des conditions un peu plus sèches parce qu'il a de la cire sur ses feuilles. Donc, ça lui permet de résister à la perte en eau. Mais évidemment, si j'ai pas d'ombre dans cette situation-là, comme avoir une petite forêt sur le plateau, le feuillage risque de sécher. Euh, et pour terminer aménagement-là, on va avoir des graminées sur le plateau qui, eux, ont moins efficaces que certains ligneux pour tenir le sol, pourraient couvrir la surface qui est quand même sèche. Et si je prends l'autre exemple, puis je vais aller plus rapidement parce qu'il nous reste à peine 15 minutes, euh, on va aller iris scolaire et rien va changer. C'est seulement que l'amplitude qui fait que les végétaux vont être quand même placés à l'endroit où il est mieux adapté. Vous voyez, Péricum va être capable d'aller chercher son eau, même si c'est dans la zone un peu plus hostile. Rapidement, je veux juste faire une petite comparaison avec les plantes ornementales et les indigènes. Ici, sur l'image, on a la tiarelle indigène qu'on retrouve en bordure de forêt et en haut, on a le chêne ornemental. Les euchères, il y a des tiarelles ornementales, il y a aussi des euchérellas en hybridation entre les deux. Et ce qu'on a fait, en fait, on a exploité le comportement de la tiarelle qui, elle, à l'automne, devient très, très foncée en produisant de l'anthocyane pour pouvoir se réchauffer et prolonger sa saison de photosynthèse. Elle va même garder ses feuilles tout l'hiver pour les réutiliser au printemps pour poursuivre la photosynthèse le plus rapidement possible et elle va perdre ces feuilles-là
pour laisser place à des nouvelles feuilles vertes, ce qu'on appelle des plantes marcescentes. Et on a exploité ça pour les plantes ornementales. Je vous laisse simplement faire la conclusion que c'est les plantes qui ont des feuillages foncés tout l'été qu'on met au soleil, ben ça donne des feuilles comme on voit un peu sur l'image en bas là, qui sont un peu brûlées. Donc, lorsqu'on modifie la forme des plantes, ça peut nuire aussi autant aux ornementales. Et si on les compare rapidement, ils ont plein de facteurs. Je vais passer par-dessus pour vous garder la période de questions, mais c'est à faire une réflexion de votre côté. Petite mise en garde, toutes les plantes qui soient ornementales, lorsque vous utilisez des ornementaux avec des modifications d'altération de la chlorophylle, ça les nuit grandement à leur transpiration. Et les introduites, petite information importante, quand même 3062 taxons, dont 2000 sont indigènes et près de 27,5% sont introduites. Les introduites, parfois, comme les péricums, ne nuisent pas à nos écosystèmes et peuvent parfois, surtout quand on parle d'abeilles, donc une plante nectarifère, mais dans certains cas, ils vont même servir d'habitat pour certains plantes, excusez-moi, certaines faunes qui ont perdu leur indigène associé. Fait que parfois, ça peut être une plante palliative là, pour situation. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis ouvert à ces questions. Il y a quelques questions. Je vais essayer d'aller par l'autre que j'ai vu. Dans le fond, il y a quelqu'un qui demandait, juste pour être certaine, de savoir, les grandes feuilles, dans le fond, c'est parce qu'ils devaient être placés à l'ombre. Les grandes feuilles qui sont foncées. Donc, ombre, c'est grand et foncé. Si les plantes, ils sont grandes, mais couleur plus pâle, ce qui veut dire qu'ils ont accès à de la lumière, donc ils Mhm. vont être généralement à mi-ombre. Une feuille qui est grande est vulnérable à la transpiration, donc ça va être une grande feuille, couleur moyenne, va être dans un endroit mi-ombragé, mais avec une fraîcheur. Mais généralement, de toute façon, en bordure de forêt, il y a toujours de la fraîcheur, puis il y a un sol organique qui leur permet d'avoir accès Mhm. à une certaine humidité. OK. Sinon, il y avait une question à savoir, c'était quoi le logiciel que tu as utilisé pour faire tes modélisations 3D? J'utilise SketchUp. OK. Parfait. SketchUp. On Mais voulait je fais une savoir. partie sur AutoCAD, puis je transfère. En fait, je fais une partie sur AutoCAD, mais je Ouais. transfère ça sur SketchUp, ce qui me permet de travailler avec les deux. OK. Parfait. On voulait savoir si tu parlais des Solidago rugosa ou toutes les sortes. Excusez la question? Si tu parlais de Solidago rugosa ou toutes les Solidago pour Ben, bon. ben, les Solidago, ils ont tous le même comportement. Euh, si on regarde dans les indigènes, il y en a plusieurs, puis parfois, il y a certains qui sont plus courtes. Donc, en étant plus courtes, ce qui veut dire qu'elles se protègent du vent. Plus la plante, elle est courte, plus elle se protège. Donc, les plantes alpines sont très, très basses. Donc, Solidago, la canadensis est très, très haute. Nemoralis, elle a une hauteur différente. Des fois, le feuillage est plus rigide. Donc, il faut les regarder, les toucher, les observer pour être capable de savoir où ils vont aller. Je prends l'exemple des hostas que tout le monde connaît. Mais il y a des grosseurs de feuilles, des couleurs de feuilles. Et il faut aller vraiment avec toute l'analyse complète pour en faire le choix de le positionnement. Mhm. Encore avec cette plante-là, on voulait savoir si ça ne risquait pas de prendre le dessus sur toutes les autres plantes, coloniser l'espace. Ah. Ben, quand on parle en nos places, on parle d'indigènes, c'est le but, en bande riveraine, qui prennent leur place. Mais ce que j'ai pas expliqué, c'est que les indigènes, par leur évolution, ils ont un certain respect entre eux. C'est tout ce qu'on appelle la phytosociabilité, donc comment ils fonctionnent entre eux. Et dans un habitat naturel, les indigènes vont pas aller envahir un autre indigène, ils vont cohabiter ensemble. La Solidago, elle, on la connaît pour son facteur allélopathique, donc elle contrôle son environnement et son rôle dans une succession, c'est d'être là à un certain moment parce qu'il va arriver d'autres plantes. Mais il y a quand même des végétaux indigènes qui la cohabitent quand même malgré on pourrait dire, cette toxicité-là qu'elle fait dans son environnement.
ils sont capables de vivre avec. Ce que les introduites et les non-indigènes font, c'est qu'ils détectent pas ce message-là entre eux, c'est eux qui deviennent envahissants parce qu'ils Mhm. sont pas attentifs. Prenez l'exemple des familles des choux, les brassicacées. Eux, dès qu'il y a trop de CO2 dans l'air, ils vont pas germer. Ils vont pas aller coloniser un endroit où il y a trop déjà de plantes. Fait qu'ils ont un certain respect. Ce que ont les plantes indigènes, leur avantage, c'est ce respect entre eux. OK. Là, il y avait aussi des questions pour les références, entre autres, si tu avais des ouvrages sur le sujet C'est la à grosse question. recommander. Mais moi, je vais dire, je travaille jamais avec des références. J'ai développé ça. Je peux simplement vous dire que j'ai mes premières images de relation avec les bandes riveraines et les végétaux, la hauteur, la texture. J'ai l'âge de 4 ans. Puis j'ai des images claires depuis l'âge de 4 ans d'un milieu spécifique avec des textures, des formes, des couleurs. Puis moi, je suis dans la nature toujours et je goûte, je touche, je sens, j'écoute le feuillage et j'observe le milieu, puis je fais des liens. Depuis 40 ans, je fais des liens, puis j'ai développé cette façon-là d'approche vers les végétaux parce que je trouve que les livres, des fois, ils nous donnent juste des poissons. Ils n'apprennent pas à pêcher. Fait que j'en ai pas, désolé, j'ai pas de référence. Je suis OK. la référence, peut-être. Il y a beaucoup de questions aussi qui s'est rajoutées, mais attends, on va essayer d'aller voir ceux qui ont levé la main. Euh, c'est- OK, je peux prendre la question de France Fortin. Je pense en principe, elle pourrait parler. Je suis désolée, j'ai oublié de descendre ma main. C'est correct, ma question est répondue. OK, parfait. On a Marie-France Turlon. Oui, je pense qu'on n'entend pas. J'ai de la misère avec mes haut-parleurs. Là, C'est vous bon. m'entendez? Oui, J'avais pas levé ma main, fait que je sais pas pourquoi. je sais pas pourquoi il y a beaucoup de mains levées, mais je sais pas si c'est des erreurs ou... on va tester Yves Camus. Non, j'ai vu passer une question, quel format utiliser? Moi, je vous dirais que idéalement, c'est d'utiliser des formats qui sont pas trop développés pour leur donner la chance de, de choisir leur développement. Et Mhm, c'est plus facile d'implanter une plante lorsqu'elle est plus petite pour qu'elle puisse explorer le sol puis décider la profondeur de ses racines. Et selon les choix que vous faites ensemble, il y en a qui vont prendre plus d'espace. Si vous allez avec des formats trop grands, vous imposez des choix. Donc, laisser les plantes de se développer tout seul, en faisant plus. Et évidemment, si vous imitez la nature, ben, des plantes comme la sclépiade, qui est habituée de vivre très, très serrée, vous pouvez la planter plus serrée à petite quantité, des petits formats, qu'utiliser une grosse plante. mhm. Ouais, il y a plusieurs questions qui demandent pour certaines espèces si ça va pas coloniser tout l'espace, mais tu as répondu pas mal à ça. Ben, j'aurais encore une autre réponse là-dessus. Il y a une des fougères qu'on va utiliser dans la zone humide, semi-humide, c'est le Noclée sensibilis. Elle est sensible. Son nom vient de Agelle la première, donc c'est pas parce que elle est quand même adaptable d'un milieu plus sec. Mais oui, pourquoi pas la laisser coloniser puis prendre tout l'espace. Si elle colonise parce qu'elle est heureuse, si c'est un indigène qui prend tout l'espace, c'est parce que elle est capable de le prendre. Puis je préfère Mhm. une bande riveraine qui est colonisée par des indigènes que par un exotique. Mhm. Ok. Sinon, il y avait, est-ce possible d'aller planter en portion 100% aquatique pour la protection des berges? Tu peux me répéter la question? Est-ce que c'est possible de... D'aller planter en 100% en aquatique pour la protection des berges.
Planter en aquatique, ben, en principe, on peut pas planter dans la partie du littoral. Ça prend des autorisations pour aller dans le littoral. Et Mhm. généralement, c'est non, on plante pas dans cette partie-là. On s'arrête à la ligne d'étiage. On va pas dans l'eau. OK. Pour le choix de plantes, doit-on tenir compte des dernières cartes de zones inondables? C'est certain que si vous êtes dans une zone de grand courant, donc des zones où il y a des grandes variantes, donc il y a le lac des montagnes, il y a des mille-îles, il y a des rivières, il y a des endroits où c'est plus fragile. De toute façon, si vous voulez avoir une autorisation, ils vont en tenir compte de cette zone-là. C'est une zone qui est moins, on l'a vu un peu sur mon modèle, là, la rivière des Mille-Îles. C'est certain que le 0-20 ans, c'est la zone la plus sollicitée, mais on en tient compte quand même. Puis dans la demande de permis, ils vont en tenir compte de toute façon. Mhm. OK. Il y a beaucoup de questions. J'essaie de voir vite vite, là. Pourquoi, il y a une question, pourquoi dans le fond, pourquoi que tu n'utilises pas des espèces arbustives pour la stabilisation de berges ou pour les bandes riveraines? Mais moi, je trouve ça plus difficile, les situations arbustives, parce que les arbustes, dans une succession végétale, arrivent naturellement après une période qui peut varier entre 15 et 50, 60, 100 ans. Donc, une situation, je peux pas jouer avec cette succession-là. Fait que de mettre que des arbustes, ben souvent, ben, un exemple simple, les plantes avec des feuilles rondes, qu'on appelle les dicotylédons, eux arrivent toujours en premier parce qu'ils vont un peu une forme de fertilisation, ils vont fertiliser le sol. Et ensuite va arriver les graminées, les plants avec des sols plus riches. Puis après les graminées, va arriver quelques ligneux. Fait qu'il y a une succession qui se fait naturelle. Est-ce qu'on est capable de faire un modèle pour imiter cette succession-là? Moi, j'y crois moins. Fait que je vais en mettre quelques-uns, mais dans la partie où c'est plus vulnérable d'érosion pour tenir le sol, mais la partie moins favorable où les racines peuvent s'élever rapidement, des plantes qui aiment les zones humides, ben moi, je préfère aller avec ça. Donc, les arbustes, Mhm. oui, mais pas autant que l'herbacée pour une question de succession naturelle. OK. Est-ce qu'il y a un moyen de connaître le système racinaire en ne voyant que la partie aérienne? Mais bien sûr, c'est facile à voir si vous avez une plante qui est vulnérable, que vous voyez qu'elle n'a pas d'habilité. Mais son secret de un, elle a accès à de l'eau, puis souvent ses racines sont superficielles. Et si vous prenez deux plantes, je pourrais inventer deux plantes identiques, on les regarde visuellement, ils sont pareils, mais vous en touchez une qui est très, très rigide, qui a de la cire, puis l'autre qui en a pas. Celle qui a de la cire a une racine profonde, puis celle qui en a pas a une racine superficielle. Donc, dès que vous avez accès à de l'eau, les feuilles sont plus près d'une laitue, par exemple. Et lorsque vous avez une racine qui est profonde ou un système de mutation en eau, on a, par exemple, du thé des bois, ben lui, il a que des petites racines fines parce que en, il y a un système pour l'empêcher de perdre son eau. Fait que généralement, on est capable de définir son système racinaire en observant. Mhm. Euh, il y a une question pour savoir si on peut faire appel à tes services pour faire une présentation. Ouais. De toute façon, les gens, est-ce qu'ils ont accès à mon courriel? Est-ce que par la SQP, Euh, je sais pas. Mais Ben, on peut m'envoyer un courriel sur Info Pito, puis je pourrais te transférer. Fait que parfait. pour ça, parfait. Bon, je vais essayer d'en trouver quelques-unes encore, mais je sais plus. Il y a vraiment beaucoup de questions. Euh, Quel est le format que vous utilisez pour vos plantations PFD ensemencement 1 litre et quel espacement général utilisez-vous pour vos herbacées? Ouais, c'est ça. J'utilise les plus petits formats. Je préfère essayer de faire des colonies que faire des gros individus, là. C'est la Mhm. réponse tantôt. Puis pas de semis pour les indigènes, à moins que ce soit juste de la végétalisation là, pour avec l'ensemencement là, de grande surface. Mais moi, j'aime pas beaucoup les mélanges. J'aime mieux avoir des plantes ciblées, appropriées pour le milieu. OK. Je sais pas si tu avais du temps de plus pour répondre encore à quelques questions ou... Oh, du temps.
J'ai OK. pas déneigé mon entrée, je peux pas sortir de chez moi. OK. Il y a souvent la question aussi pour avoir tes coordonnées. Fait que vraiment, si vous voulez poser d'autres questions, vous pouvez nous écrire à la SQP, puis on va faire transmettre le message. Ça, c'est pour des références. OK, ça. Hum. Je sais pas si tu as eu le temps de voir un peu dans le chat aussi, là. Si Ouais, je t'en suis pas cibles allé en voir. particulier. Question, ouais, Hum. Hum. Ah, ouais, il y a une quelqu'un question qui qui revient demande. intéressante, c'est après avoir fait une plantation d'indigènes, j'imagine qu'on laisse la nature faire et ils laisseront les autres espèces qui viennent s'implanter. Mais en banque riveraine, question très pertinente. Le but, c'est de naturaliser le lieu et que le terme, c'est la nature de reprendre ses droits. Donc, nous, on intervient pour essayer de démarrer un écosystème ou redémarrer, réhabiliter un milieu. Puis une fois que c'est parti, ben, normalement, dans une bande riveraine, tu n'as pas le droit de faire d'entretien. Et s'il arrive d'autres plantes, à moins que c'est des exotiques envahissants, on peut intervenir, mais on laisse la nature prendre sa place après, puis ça va se naturaliser, disons. Mhm. Donc oui, c'est correct qu'il y ait d'autres plantes qui arrivent, là. Puis c'est OK. ce qu'on on souhaite aussi, peut-être. Et, il y a une question. Est-ce qu'on peut faire la même chose, dans le fond, que les bandes riveraines pour les plantes indigènes, mais adaptées au milieu urbain? Exemple pour les nous, bassins de rétention. Exactement, cette façon de voir les choses-là. Et on va parler de bande riveraine, c'était le sujet, mais je pourrais l'appliquer à tous les phytotechnologies, je pourrais l'appliquer donc, par exemple, sur les toits verts, on oublie les plantes indigènes sur les toits verts parce qu'on n'a pas vraiment de plantes qui sont adaptées à un milieu où il y a un sol sec, mais qui rencontre une membrane de plastique, par exemple. Donc, c'est pas adapté pour cette situation-là, mais en général, on pourrait l'utiliser, cette façon de voir les choses, au jardin, dans nos plates-bandes, des zones plus secs, plus ombragées. Mhm. OK. Il y a une question sur le pourcentage de survie des plantations et l'entretien nécessaire. Pourcentage de survie, 100%. Si on choisit la bonne plante au bon endroit, il n'y en a pas de raison. Puis souvent, il passait des messages qu'on doit les arroser. Peut-être la Mhm. première année pour les laisser s'implanter, s'assurer qu'ils sont bien implantés, parce qu'ils passent quand même d'un milieu de culture à un milieu naturel. Mais normalement, après un an, là, moi, ça fait 35 ans que je fais des bandes riveraines. Je suis jamais intervenu après. Mhm. Ah. C'est pas compliqué, je suis jamais intervenu après. Tu les plantes, tu les laisses aller, puis la nature fait les choses, hein. Mhm. Et- Puis pourquoi tu dis, dans le fond, ce serait quoi ton explication sur le fait qu'il faut limiter l'usage du paillis en bande riveraine? Oh, as-tu une heure ou deux? Euh, ben moi, c'est parce que le pays, en gros, c'est pas des bons pays. Et c'est pas le pays associé parce que la litière naturelle des plantes, ils vont réguler, en fait, ils vont faire leur propre litière pour produire leur propre matière organique, pour produire leur propre pH. Donc, au moment où on met un pays qui n'a pas le même pH, on vient de court-circuiter tout le travail de mettre la bonne plante au bon endroit en mettant un pays qui n'est pas associé à son pH, à son humidité, à ses micro-organismes. Bref, il faudrait mettre je dirais, du pays de Solidago où il y a des Solidago, puis du pays vous comprenez que c'est tellement fragile. Mais de mettre un compost, peut-être comme pays, mais au moins on nourrit de la nourriture, puis ça protège les racines le temps de l'implantation. Mais les plantes sont paresseuses, ils vont monter, puis ils vont coloniser le pays rapidement. Puis c'est peut-être la meilleure solution, parce qu'un pays, ils vont pas nous coloniser souvent. Ils vont pousser entre le pays et le sol. Moi, je préfère avoir un pays de compost, puis un compost forestier, un compost grossier, pour que ça limite un peu la transition entre les grosses matières et l'humus, la dégradation naturelle. Fait que moi, je vais privilégier à coup sûr un pays qui est entre du BRF décomposé puis du compost, pour Mhm. imiter plus proche de la nature. Parfait. Une dernière question.
question, ben, deux dernières questions. Dans le fond, où trouver du compost forestier? Ben, un compost forestier, moi, t'as le choix. Tu peux utiliser simplement du paillis forestier, là. C'est le paillis, les lagages d'arbres, puis vous les Mhm, laissez se décomposer, puis vous le mélangez avec du compost. Vous faites un mélange compost et paillis pour qu'il y ait matière grossière. Puis ça fait le mhm, travail. Puis de toute façon, on devrait toujours mettre une couche de compost avant de mettre un paillis. mhm. On peut pas mettre un paillis. C'est deux matières distinctes qui vont pas ensemble. Ça fait une interface entre les deux, puis les racines ne se développent pas. Donc, idéalement, on devrait mettre une couche vivante avant de mettre n'importe quel pays pour pouvoir inoculer en fait notre pays pour qu'il y ait une transition naturelle qui se fasse. Donc, moi, je fais mon mélange, mais je ne veux pas mettre de nom, mais si vous cherchez les pays forestiers, là, ça existe en ça. Mhm. OK. Petite dernière question. Dans le fond, il y a quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on peut trouver des indigènes? Où est-ce qu'on peut en acheter? Ben, si vous faites une petite recherche, là, il n'y a pas beaucoup de producteurs. Disons qu'il y en a qui sont connus depuis une trentaine d'années qu'on utilise, qu'on vend à l'Instant Jardin. Euh, mais si vous voulez être plus spécifique, il y a faites une petite recherche sur plantes indigènes, là. Je vais vendre un peu l'idée, Indigo, là. Donc, eux autres, le nom le dit. Mais il y en a d'autres que lui, là. Donc, vous pouvez faire une petite recherche, vous allez voir. Il n'y en a pas des tonnes. Et merci beaucoup. Dans le fond, je pense que ça a été, on va conclure avec ça. Je pense que ça a été un sujet vraiment très bien apprécié. Donc, merci beaucoup à toi et merci tout le monde qui a participé aussi. Donc, ben, J'ai notre l'impression prochaine que c'était un peu rapide, par exemple. Hein? Oui, J'ai l'impression que c'était un peu rapide, mais le temps était là. ouais, ça demanderait plusieurs autres. Il y avait aussi une question, justement, parce que je pense que tu as parlé d'une formation de 60 heures au début, là, qui voulait savoir, ça se Ouais. donnait où. Dans le fond, c'est l'École des métiers de l'horticulture de Montréal. Après avoir fait une formation un DEP en horticulture, la formation, ça s'appelle Aménagement durable. C'est un cours de 450 heures sur l'aménagement durable après avoir fait un DEP. C'est une spécialisation. Euh, et OK. c'est un nouveau programme que j'ai commencé à écrire il y a 8 ans. Puis il va commencer à être enseigné en septembre 2025, cette année. On a hâte de Donc, voir. il y a environ 30, il y a environ 32 places par année disponibles. OK, parfait. Donc, merci encore. Puis, ben, pour ceux que ça intéresse, dans le fond, notre prochain webinaire est le 14 mars. Puis, finalement, ça va être sur les villes carboneutres grâce à l'horticulture et aux solutions fondées sur la nature. C'est une formation, un webinaire qui avait été donné aussi à l'Expo Québec vert, donc, qu'on refait dans le cadre de la SQP. Donc, aussi, pour ceux qui sont pas inscrits à notre infolette, ben, vous pouvez toujours vous inscrire pour rester au courant des activités ou pour l'inscription. Donc, aussi, j'aimerais encore vous inviter, ben, inviter ceux qui sont pas encore membres de la SQP à le devenir. Dans le fond, vous avez des rabais sur toutes les activités payantes et les enregistrements et PDF des formations et colocs. Et ben, encore, merci à tout le monde et bonne journée à tous. Merci. Merci.